Ariel Picard, bonjour. Oui, oui, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, je vous Bon, alors entends. très bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bien entendu, vous êtes un observateur, je le disais, avisé de la vie politique en Israël. Et bien entendu, après ces élections, nous aurions aimé avoir votre avis sur ces résultats qui sont, on va dire, assez complexes et qui nous donnent le sentiment d'être dans une impasse. Comment fait-on pour sortir de cette impasse? Écoutez, là, vous me posez une question, la question d'à 10 000 dollars. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas un citoyen en Israël qui se pose pas la question. Je crois que, et ça, je ne serais pas original en disant qu'en fin de compte, comme dans tous les systèmes parlementaires, dans ce genre de cas, c'est le rôle du président. On se pose toujours la question à quoi sert un président qui n'a pas de pouvoir, comme c'est le cas en Israël. Mhm. Je crois que voilà, c'est M. Rivlin, le nouveau président de l'État, le président de l'État d'Israël, qui va devoir jouer un rôle très important. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Je sais par exemple en Allemagne, par exemple, vous avez eu ça a pris plus de 8 mois pour qu'il y ait une coalition, et l'intervention du président de l'État là-bas, qui n'a pas de pouvoir comme en Israël, a été très 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 déterminante. Donc je crois que il s'agit de Rivlin. Je crois que tout simplement Rivlin va devoir réunir Netanyahou et Gantz et leur dire que leur imposer un gouvernement d'union nationale et les prévenir que celui qui empêcherait cette union nationale serait officiellement disons dénoncé ou par Rivlin comme étant celui qui l'a empêché. Je veux dire, là, il doit intervenir de façon efficace. Et je pense qu'on devrait trouver une solution, surtout que, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes assez, comme moi, vous êtes depuis assez longtemps en Israël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1984, on en était arrivé à la même situation. Et je pense que la haine, et que ça soit dans le public israélien et entre les politiciens, et plus particulièrement entre Shamir et Peretz, c'était peut-être beaucoup plus pesante à l'époque. Et malgré tout, ils sont arrivés à trouver une solution de gouvernement d'union nationale entre les deux, entre Shamir et Peretz à l'époque. Donc, je pense qu'on devra arriver à cela, un gouvernement d'union nationale. On a vu que Binyamin Netanyahou a créé très rapidement, au lendemain des élections, un bloc solide de 55 députés. C'est ce qu'il peut faire, dirons-nous, avec ses partenaires naturels. Est-ce que c'est si difficile de trouver 6 députés par ailleurs pour former une coalition parce que ça lui donnerait cet avantage malgré tout par rapport à Benny Gantz qui lui peut est sur le devant, c'est-à-dire les résultats le prouvent, le Parti bleu-blanc a plus de mandats que le Likoud, le bloc de gauche, de centre-gauche avec le soutien des partis arabes, tenté si bien que les partis arabes recommandent Benny Gantz, ce qui n'est pas encore acquis, eh bien, le bloc de centre-gauche est plus fort que celui du Likoud. Est-ce que finalement, Binyamin Netanyahou n'a pas, lui qui est on va dire aussi un homme politique extrêmement expérimenté, n'a pas une solution pour tenter de séduire par exemple le parti travailliste d'Amir Peretz en lui faisant miroiter des portefeuilles ministériels particulièrement importants? Ça suffirait peut-être pour arriver à 61? D'abord, il serait pas vraiment qu'il serait que 61, puisque vous savez qu'il a que Netanyahou n'a plus que 55 députés avec lui, et que Amir Peretz lui apporterait 6 députés. Non, je crois que moi je vois la situation plutôt défavorablement par rapport à Netanyahou. Il semblerait, selon ce qu'on commence à comprendre, que Lieberman va petit à petit se rapprocher de plus en plus du bloc centre-gauche, malheureusement, parce que je crois que Lieberman est officiellement un homme de droite. Mais il semblerait qu'il y aurait une alliance, peut-être qu'elle a déjà été même elle existait peut-être déjà, disons, sous les radars avant les élections. Ça va déjà être, à mon avis, concret par l'élection du président de la Knesset. Il semblerait que Lieberman soutiendrait le candidat de Kahol Lavan, de Bleu-Blanc. Et il faut bien comprendre, d'un côté, vous avez peut-être raison, il y a un bloc, mais de l'autre côté, si vraiment Lieberman se joint à cette coalition de centre-gauche, Gantz a ses 61 qui lui permettent de tout bloquer.
Donc, je pense que malheureusement, et je le dis sans me cacher, je pense qu'il y aurait actuellement plus tendance, je pense que la situation est plus favorable à Gantz. C'est vrai qu'il ne peut pas faire de gouvernement avec les Arabes, avec les partis arabes, il ne peut pas faire. C'est-à-dire que ça serait, c'est difficile pour lui, mais il a ce qu'il n'a pas, Netanyahou, il a plus de 61 députés qui peuvent bloquer. J'ai déjà entendu ce matin, par exemple, que le président de la commission des finances, qui est une des commissions les plus importantes, qui en fin de compte gère les budgets et, de l'État et les contrôles, serait récupéré par le parti Kachol Lavan avec le soutien d'Iberman. Donc, et que M. Gafni du parti ultra-orthodoxe serait renvoyé ça devrait quitter ce poste qu'il détient depuis près au moins 5-6 ans. Donc voilà, moi je crois que la situation actuellement est plutôt favorable à M. Gantz, surtout après les résultats finaux, qui lui donnent quand même, c'est quand même un impact psychologique. Il a deux députés de plus que le Likoud. Il a plus eu de voix qui ont été à son avantage que celui qu'au Likoud. Donc je crois que contrairement à ce qu'on a pu penser dans un premier temps, la situation est plus difficile pour Netanyahou. C'est vrai, il a ce bloc, donc il y a une impasse, mais je crois qu'au niveau du gouvernement, qui devrait se créer un gouvernement d'union nationale, je ne suis pas sûr que c'est tout juste Netanyahou qui voulait utiliser ce bloc pour demander le poste de Premier ministre, au moins dans un premier temps. Les choses vont être difficiles. Je crois que c'est pas quelque chose qui paraît évident que Netanyahou a l'avantage sur Gantz. Ceci étant dit, les choses sont tellement peuvent changer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses, vous parlez d'hypothèses, je ne vois pas le parti travailliste aller maintenant avec Netanyahou, c'est impossible. Je veux peut-être que Orly Lévy et Amir Pérez, à la rigueur, mais vous avez d'autres députés qui sont absolument de très de gauche dans ce parti, donc je ne vois pas rentrer dans une coalition de Netanyahou. Donc la seule solution serait un gouvernement d'union nationale et voilà une solution qui permettrait avec au parti de Lieberman d'accepter une présence des orthodoxes et des religieux qui voilà. Vous parlez d'un gouvernement d'union nationale extrêmement large, c'est-à-dire avec la présence des orthodoxes. Avec la présence, voilà. Je pense que ça va être, à mon avis, la solution, avec certaines garanties pour Lieberman, c'est-à-dire Kachol Lavan, Likoud, les partis orthodoxes, une partie du parti du Yemina. Je pense que ça veut dire tout le monde, en fait. Tout le monde rentre dans... Oui, et avec aussi le parti travailliste. Voilà, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Resterait dans l'opposition le parti démocratique. Et tout cela, donc, il est clair que dans un tel cas de figure, Binyamin Netanyahou est mis sur la touche de l'échiquier politique israélien. Non, alors il pourrait peut-être quand même, moi ce que je vois comme possible, c'est qu'il garderait le poste de Premier ministre pour une année, jusqu'à la décision du procureur sur ses mais comment justifier auprès de Gantz que Netanyahou, qui a reçu moins de mandats, puisse être celui qui dirige le pays encore, malgré tout? Vous avez raison, mais si, disons, moi je vois... Oui, vous posez c'est la question. C'est pour ça que là, comme je disais précédemment... Parce qu'il est clair que Binyamin Netanyahou ne peut pas être ministre dans le gouvernement de Benny Gantz. Oui, c'est ça. Mais c'est pour cela que l'intervention du président de la République, du président de l'État, sera déterminante. C'est-à-dire que moi, je vois une solution comme cela, une année pour Netanyahou et jusqu'à que la décision définitive sur ses
problème juridique, parce qu'on est quand même dans une situation intermédiaire actuellement. Il n'a pas été encore, on lui a pas encore donné la possibilité de réagir à ces accusations. Donc, ça pourrait prendre encore, disons, une dizaine de mois pour qu'il y ait une décision définitive du procureur général ou du conseiller juridique du gouvernement. Et pendant ce temps-là, donc permettre à Netanyahu de continuer de Premier ministre. Mais oui, vous posez une bonne question. Netanyahu sera jamais numéro 2 d'un gouvernement. C'est où être Premier ministre. C'est ce que je propose. Donc vous dites que quand, bon gré mal gré, on s'achemine vers la fin de l'ère Netanyahou dans la politique israélienne. S'il n'y a pas une intervention directe du président d'État pour imposer Netanyahou, au moins pour une année, comme président de l'État, comme Premier ministre, on arrive à une impasse qui amènerait... Il est peu probable que le président de l'État... qui se veut être le garant, on va dire, de l'éthique, de la morale de politique en Israël, eh bien, puisse cautionner le fait qu'un le Premier ministre puisse continuer à exercer ses fonctions alors qu'il est en procédure d'inculpation. Oui, mais comme c'est qu'une procédure pour l'instant, qu'il n'y a pas une décision définitive du Conseil juridique du gouvernement, on pourrait trouver une solution intermédiaire. Et peut-être que ça serait acceptable si on parlerait encore une année, de 12 mois, pour permettre peut-être de finir, peut-être commencer de lancer, je ne sais pas, un processus de paix ou quelque chose d'autre. Je pense qu'on arrivera à ça. Soit, je vois mal le pays accepter un troisième scrutin. Donc, quelqu'un va devoir, comme on dirait en français, avaler son chapeau et accepter d'attendre un petit peu. Je pense que c'est quand même une occasion unique pour Gantz de devenir Premier ministre. Je pense que si on lui dit d'attendre une année, ce serait peut-être quelque chose d'acceptable pour lui. Alors, après avoir parlé, on va dire, des deux grandes formations, je voudrais avoir votre avis sur ce qui s'est passé à droite, puisque vous ne le cachez pas, vous êtes proche de la mouvance sioniste religieuse, et cette mouvance, il faut bien avouer qu'elle sort extrêmement affectée par ces deux élections du mois d'avril dernier, où le parti de la nouvelle droite d'Ayelet Shaked et de Naftali Bennett n'avait pas réussi à passer le seuil d'éligibilité, et même de cette consultation où, avec l'ensemble de ces formations, la nouvelle droite, le foyer juif, l'Union nationale de Smotrich, eh bien, finalement, au bout du compte, tout cela ne fait que 7 députés. Alors, je voudrais vous poser une question. Qu'en est-il de la popularité d'Ayelet Shaked ? Est-ce que c'était un mirage ou alors, finalement, c'est Netanyahou qui a encore une fois siphonné toutes les lois du sionisme religieux ? Alors, d'abord, je voudrais que les choses soient claires. Pour parler de la popularité de Mme Shaked, oui, elle a été populaire comme ministre de la Justice. Réussit-elle dans les campagnes électorales ? C'est une question qui va se poser. Ah oui, parce que là, la première fois, elle a totalement échoué. La deuxième fois, on peut dire qu'elle a moyennement. Échoué. Donc, je suis effectivement... je laisse aux politologues de bien analyser. C'est vrai qu'on a été elle a peut-être manqué un peu d'autorité mais le problème il n'est pas là. Le problème je crois qu'on se fait on a une mauvaise analyse du potentiel du parti sioniste religieux. Si on prend de façon générale le potentiel l'impact sur la population du parti des sionistes religieux, on peut dire que le potentiel est entre 16 et, disons, 18 députés. Ben oui. Alors, il faut que les choses soient claires. Plus de la moitié, et vous pouvez vous en rendre compte vous-même, des sionistes religieux, de façon automatique, ne voteront pas un parti religieux. C'est pour ça que vous avez autant d'adhérents sionistes religieux au Likoud, vous avez autant de députés sionistes religieux au Likoud. Donc, il faut bien comprendre que la possibilité maximale du parti sioniste religieux ne dépasse pas les 9-10 députés. Et c'est une erreur et c'est comme ça, c'est par tradition, beaucoup de sionistes religieux ne veulent pas voter un parti religieux, ils se considèrent pas, ils veulent voter Likoud ou voter Kahol Lavan, dans le cas où ils sont plus tendance de gauche. C'est une façon d'affirmer, de refuser d'affirmer qu'ils sont sectoriels. Donc, il vous reste combien ? Il vous reste 9-10 députés. En fait, c'est le enlever deux mandats qui sont passés
par tradition qui passe toujours dans le parti de Kahana. La question doit se poser, devait-il rentrer dans la coalition de Yemina ou pas? C'est un problème, est-ce qu'on va vous dire que s'il était rentré, donc ils auraient perdu les deux mandats qui seraient allés, lui au Likoud, pour à cause des gens qui veulent pas voter Kahana. Donc, en 20 ans, le potentiel il est entre 8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on va bon, c'est vrai, il a réussi à avoir 7 députés. Et puis, l'espoir qu'avait Monsieur Bennett ou Chaquet de faire venir dans un parti, malgré tout, aux sionistes religieux, des gens, ce qu'on appelle traditionnalistes, c'est quelque chose qui a été prouvé aux précédentes élections, et à cela, je réponds à la référence aux précédentes élections. Ce qui avait été proposé avec le parti Yemina Hadash, c'est tout juste d'aller faire venir des voix du sens contraire, donc des traditionnalistes vers un parti qui rassemblait religieux et traditionnalistes. Et là aussi, il semblerait que ça marche pas. Ouais. Les traditionnalistes préfèrent voter aussi les grands partis. Donc, parler d'un échec, non, je pense pas. Rappelez-vous quand même que, il me semble, en 2007 ou en 2010, en 2009, le parti sioniste religieux avait reçu 4 députés, avait eu 4 députés. Donc, dire que c'est un échec, non. Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que finalement, d'après vous, eh bien, dans la mesure où, tout simplement, la mouvance sioniste religieuse défend cette approche visant à dire que l'on doit être impliqué dans la vie de la société, et que effectivement cette mouvance, elle est impliquée dans tous les secteurs de la vie publique en Israël, eh bien, de la même manière, sur le plan politique, il n'y a pas de raison de la laisser dans un compartiment, et peut-être faut-il la laisser voter comme elle veut, que l'existence d'un parti sioniste religieux n'est pas nécessaire aujourd'hui. Vous posez une bonne question, c'est la question traditionnelle, faut-il soutenir les partis religieux ou pas? Je pense malgré tout il y a une importance quand même pour les partis religieux parce que c'est quand même eux qui se préoccupent plus des systèmes scolaires qui leur sont semblables, etc. Ceci étant dit, c'est quelque chose qui se pose aussi dans le monde haridi. Il ne faut pas croire que chez les haridim aussi il y a une volonté certaine de voter les grands partis. Seulement, chez les Haridim, on est bien plus disciplinés, en tout cas. Il y a plus de discipline, surtout les rabbins ils sont plus disciplinés, ils écoutent plus les rabbins. C'est-à-dire que là-bas, chez les mondes Haridim, les rabbins imposent et exigent un vote partisan, un vote pour leur parti, ce qui est aussi le cas chez les sionistes religieux, mais chez les sionistes religieux, ils sont moins écoutés. Donc, ça explique pourquoi. Donc, chez les Haridim, les rabbins freinent cette tendance qu'ont les gens qui veulent s'intégrer dans la société de voter les grands partis qui ne sont pas exclusivement religieux. Les rabbins freinent le processus. Chez les sionistes religieux, il y a ce même processus. Comme je vous l'ai dit, au moins 50% de la population sioniste religieuse vote les grands partis. Et les rabbins n'arrivent pas à freiner ce processus parce qu'ils sont moins écoutés. Et donc, automatiquement, vous avez cette situation qu'il n'y a que 50% de la population sioniste religieux qui votera les partis religieux en présence. Et ceux-ci sont malheureusement toujours partagés entre un ou deux partis dont un ne passe pas le seuil d'éligibilité. Ouais. Donc vous avez ce résultat de 7 ou 8 députés qui est un peu le résultat que l'on a ces dernières années. Eh bien, Ariel Picard, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous aider à commenter cette situation politique extrêmement complexe au lendemain des élections législatives. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom, Daniel, merci beaucoup.